Bonjour et bienvenue pour un nouveau webinar. Bonjour Dino. Salut Pierre. Le webinar d'aujourd'hui s'intitule De la communication à la relation. Donc avant de commencer, je vais faire juste deux précisions techniques. Donc le webinar d'aujourd'hui est enregistré, donc vous pouvez le retrouver en ligne sur la rubrique actualité du site des techniques de l'ingénieur peu après le webinar. Et vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans la fenêtre de chat dédiée à cet effet. Donc de la communication à la relation. Notre invité aujourd'hui est donc Dino, qui est l'auteur du livre Manager d'élite, de l'ouvrage Manager d'élite, et qui est aussi formateur aux éditions techniques de l'ingénieur. Donc les scientifiques pensent que la rigueur est une condition nécessaire et suffisante pour avoir une communication efficace. Dino, que pensez-vous de ce postulat? Ben, je pense qu'ils ont raison, c'est une condition nécessaire. Ils n'ont pas raison peut-être lorsqu'ils insistent sur le fait qu'elle soit suffisante. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer aujourd'hui. On va montrer que c'est la relation qui est une condition d'efficacité et qu'il y a un certain nombre de compétences et de choses à savoir pour faciliter justement sa relation et comment dirais-je, entretenir et rendre efficaces les relations professionnelles et personnelles d'ailleurs aussi. Voilà, ça va vraiment être l'objet de notre travail d'aujourd'hui. D'accord. Bon, on va commencer tout de Voilà. suite. Et bien allons-y. Alors, en fait, vous avez certainement tous été confrontés, et Pierre aussi, au fait d'avoir des fois des messages qui vous semblent pas en accord avec, vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'avez pas envie de croire votre interlocuteur. Vous avez l'impression qu'il vous dit quelque chose avec les mots qu'il ne représente pas physiquement. Je sais pas, par exemple, vous avez déjà eu ça. Tiens, faudrait que vous passiez me voir, faudrait qu'on se rencontre un de ces jours. Voilà, vous comprenez que la personne vous fait cette invitation peut-être pour être poli, mais vous ne sentez pas une volonté, vous ne sentez pas nécessairement une volonté de vous rencontrer, ou en tout cas de réaliser le vœu. Vous voyez, ces doubles messages, en général, ne posent pas de problème lorsque les protagonistes en sont conscients, mais et en capacité de les clarifier. Les problèmes de communication, justement, commencent lorsque ces doubles messages révèlent un aspect de la personnalité dont l'auteur n'est pas conscient. Par exemple, dans l'exemple que je viens de vous donner, l'auteur n'est pas conscient qu'il dit quelque chose qui n'arrive pas à son interlocuteur, quoi, ou que son interlocuteur ne peut pas croire. En tout cas, pour illustrer ces différents aspects de la personnalité, de ce que nous pouvons montrer aux autres sans être conscients nous-mêmes que cet aspect est exposé, eh bien, pour illustrer ces différents aspects, il est commode de s'appuyer sur le modèle de la fenêtre de Johari. Avez-vous déjà entendu parler de la fenêtre de Johari, Pierre? Non, Non? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Rien, alors, rien du tout. pour l'instant, pour l'instant. Alors, la fenêtre de Johari, c'est un instrument, un outil qui a été créé dans les années 60, en 1955 exactement, par deux chercheurs, Joseph Luft et Harrington Ingham, qui ont donné leur nom à la fenêtre, Johari. Et elle décrit en fait 4 aspects de notre personnalité en croisant en fait l'information dont nous disposons, dont je dispose au sujet de moi, donc en croisant cette information avec celle que les autres disposent à mon sujet. Hein, pour être clair, il y a ce que je sais de moi et ce que je ne sais pas, et je compare ça à ce que les autres savent de moi et à ce qu'ils ne savent pas. Voilà, il y a une combinatoire, et dans chacun des cadrans, eh bien, on va avoir des, comment dirais-je, des situations intéressantes à explorer. Ça va jusque-là? Est-ce que je suis clair? Est-ce Mhm. qu'il faut que je... Non, non, Ça c'est bien. va? Bon, alors, premier cadran, voilà, ce que je sais de moi et ce qui est exposé aux autres. Voilà. Hein, il y a ce que je connais de moi et qui est exposé aux autres. Euh,
on va l'appeler le moi ouvert. D'accord? Ce sont des aspects de ma personnalité dont je suis conscient et que j'accepte de partager avec tous les autres, sans exception, même des étrangers. Ok? Bon, celui-là, je dirais pas trop de difficultés, si on est complètement ouvert. Il y a celui-ci qui va être un petit peu plus difficile. Il y a des aspects connus de moi et qui ne sont pas connus des autres volontairement. Hein, c'est le moi caché, le moi secret. Je dissimule consciemment cet aspect de moi aux autres. Typiquement, je vais dissimuler mes zones d'inconfort, d'insécurité, peut-être des zones où des endroits, des sujets que j'ai honte d'admettre, ou des sentiments, et là-dedans on va trouver des sentiments et des opinions que je juge asociales ou non conformes à mon image. Ou des souvenirs, par exemple des échecs, etc. Voilà, je vais plutôt me les garder là-dedans. D'accord. D'accord? Donc, c'est des choses que je sais de moi et que je cache volontairement aux autres. Et le plus important là-dedans, ce sont aussi les sentiments et les réactions que je peux avoir vis-à-vis d'autres personnes. Vous savez, on dit l'habit ne fait pas le moine, c'est justement pour nous mettre en garde contre ça, et donc contre le fait de ne pas révéler tout de suite aux autres, par exemple, la première fois qu'on les rencontre, nos sentiments. On peut dire je t'aime pas ou j'ai pas confiance en toi. Enfin, donc on sait que c'est pas culturellement correct. On va donc les temporiser, on va les garder dans ce moi caché. On continue notre exploration. Il y a des aspects de moi qui ne me sont pas accessibles, que j'ignore, et qui sont connus des autres. C'est typiquement l'exemple de tout à l'heure quand je donnais l'exemple de il faudra qu'on se rencontre sans trop y penser, sans trop y croire. Eh bien, moi, je ne me rends pas compte que j'expose aux autres le fait que j'y crois pas, que c'est une formule de politesse. Par contre, les autres le voient, ils voient bien, ils voient ce que moi, je ne vois pas. C'est pour ça qu'on l'appelle un moi aveugle. Hein, c'est un aspect de moi que je ne vois pas, mais que les autres voient. Dans le moi aveugle, par exemple, vous avez dans la vie professionnelle certainement déjà eu des collègues ou des managers qui vous disent avec un visage rouge écarlate en tapant du poing sur la table qu'ils ne sont pas en colère. Vous voyez, vous dites il y a une dichotomie entre le contenu et puis l'expérience à laquelle vous êtes en train de participer. Non, je ne suis pas en colère. Ben oui, si, en même temps, il crie, il est rouge écarlate. Donc ça appartient à cette comment dirais-je, à cette configuration-là du moi aveugle. Ou un autre manager qui vous dit oh, les états d'âme des autres ne m'intéressent pas, mais qui s'offense quand les autres ne remarquent pas ou ne valorisent pas son travail. Vous voyez, ce sont deux éléments qui sont deux éléments de langage qui sont en contradiction. Voilà, donc ça c'est le troisième point, mais on va l'illustrer ensuite. Et le dernier point, c'est un petit peu le domaine privilégié des actions de coaching ou de psychothérapie. C'est là-dedans qu'on va fouiller, on va gratter là-dedans, parce qu'il y a du potentiel de développement là-dedans, c'est-à-dire ces aspects de moi que je ne connais pas et qui ne sont pas accessibles aux autres non plus. Là-dedans, on va trouver des informations, des sentiments qui soient fortement réprimés, donc un peu des défenses psychologiques. Ou alors des connaissances tacites qui peuvent assez facilement remonter à la surface si on se concentre sur elles, comme par exemple dans les entreprises des normes comportementales que nous développons sans même le savoir. Voilà. Pourquoi est-ce que, je sais pas, c'est devenu un automatisme, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que dans notre entreprise, par exemple, on échange beaucoup d'informations, et l'information la plus importante autour de la tasse de café ou des confidences. Enfin, voilà, il y a certains comportements qui sont devenus inconscients à tout le monde et pourtant qui sont mis en place. Bon, on peut retrouver aussi dans le moins inconnu là des potentiels cachés, des savoirs, des compétences latentes, voilà, que nous possédons et qui n'ont jamais été révélés. Pardon. On peut retrouver tout ça là-dedans. Bon, j'insiste pas trop sur ça, c'était pour montrer le modèle. Juste, rappelez-vous que le moi ouvert et le moi aveugle, comme ce sont des aspects qui sont
de moi qui sont exposés aux autres, que je le veuille ou non. Hein. D'accord? Voilà. Alors un petit exemple, peut-être je peux vous donner un petit exemple de l'utilisation de cette fenêtre à ce stade. Voilà. Alors, au début d'un récent séminaire de perfectionnement, peut-être on pourra faire sauter cette ligne-là, Pierre, tout ce cafouillage que je viens de faire là. Donc je reprends, au début d'un récent séminaire de perfectionnement au management, hein, animé, un manager me fait la remarque suivante. Mais pourquoi faut-il prendre tant de gants lorsqu'il s'agit de parler à ses collaborateurs? C'est quand même pas compliqué, je dis ce qu'il veut et ils exécutent. C'est quand même aussi simple. On ne va pas se prendre la tête. Comment est-ce que cette remarque vous fait réagir, Pierre? Imaginez que votre manager vous dise ça. Il vous l'a peut-être déjà dit, remarquez, ça vous fera... Alors il me l'a jamais dit. Vous l'avez jamais entendu, vous l'a jamais fait savoir non plus. Hein. Mais donc on a fait ce test lors d'un précédent webinar. Mais attends, là on n'est pas sur le mail là. Non, on n'est pas sur le mail. Tu discutes juste avec moi là. Là c'est un exemple que je donne pour illustrer excuse-moi, on peut le refaire, excuse-moi. On reprend. Donc on reprend mon exemple. Hein. C'est un exemple qui montre comment on peut mettre en évidence les 4 aspects dont je viens de parler là. Donc, donc il s'agit d'une expérience, de quelque chose qui m'est arrivé au cours d'un récent séminaire de perfectionnement au management, et au cours duquel un ingénieur manager m'a fait la remarque suivante, sur un ton, comment dirais-je, assez excédé. Hein. C'était au début de la présentation, donc vous imaginez comment les choses auraient pu se passer après. Voilà, il me dit la chose suivante, mais pourquoi est-ce que vous nous invitez à prendre des précautions, mais pourquoi est-ce qu'il faut prendre autant de gants lorsqu'il s'agit de parler à ses collaborateurs? Moi, pour ce qui me concerne, moi, monsieur, eh bien, je leur dis ce que je veux et ils exécutent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Comment ça vous fait réagir, vous, ça, Pierre? J'aurais tendance à dire que chacun a son mode de management, mais que probablement que ça révèle, pour moi, ça révélerait peut-être un manque d'empathie du manager, un manque de mise à la place de ses collègues et de ses collaborateurs, et que je sais pas, j'aurais tendance à me dire que c'est peut-être pas le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut de ses collaborateurs. Vous voyez, je suis d'accord, c'est un peu ce qui se passe. Vous faites référence à, non pas aux paroles qui sont prononcées, mais à ce qu'elles signifient au-delà de ça. C'est-à-dire que ça révèle un manque d'empathie. Et effectivement, donc, vous êtes témoin de quelque chose dont il n'est peut-être pas conscient. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'y avait pas du tout d'empathie dans son échange avec moi. Donc, je confirme que ce que vous avez perçu est une réalité. Donc, et ça révèle donc certainement un aspect de sa posture managériale qui est visible par les autres et dont il ne tient pas nécessairement compte lui-même. Alors, je ne sais pas s'il le connaît ou s'il ne le connaît pas, mais en tout cas, les autres le voient. Hein, les autres le voient. Donc, on est sûr d'être dans cette ligne-là. Est-ce que finalement le fait qu'il s'en rende compte ou pas, est-ce que ça a une importance au final? Ah oui, parce que s'il s'en rend compte, eh bien, on va dire que c'est une technique managériale assumée, c'est-à-dire brutale, on va dire plutôt brutale. S'il s'en rend pas compte, eh bien, ma foi, il y a beaucoup il va falloir il a fallu d'ailleurs, il l'a fait, qu'il y travaille pour savoir ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il est sûr, et c'est la question que vous avez posée, est-ce qu'il est sûr d'obtenir à travers ce mode d'échange ce qu'il veut, ou est-ce qu'il n'est pas en train de compliquer sa réaction avec sa communication et sa relation avec les autres? En tout cas, avec moi, comment dirais-je, la manière dont il s'adressait à moi en disait déjà long sur son aversion pour le training auquel son DRH l'avait incité, entre guillemets, à s'inscrire. Donc visiblement, son DRH voulait aussi
qu'il se penche un peu sur sa manière de communiquer avec les autres. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est peut-être par rapport à notre échange de tout à l'heure, ou l'introduction, en fait, où on disait la communication est pour certains ingénieurs, là, une condition nécessaire et suffisante à l'efficacité du travail dans l'entreprise. On se rend compte que non, hein, puisque là, la communication telle qu'elle est là, elle va même à l'encontre, probablement, de ce que le manager veut dire, ou par sa manière de le dire, ça va à l'encontre de ce qu'il veut dire. Mmh. Hein, donc voilà, j'appelle ça la lorgnette de Johari. En fait, c'est quand on pense que les informations émotionnelles qu'on transmet, même sans le savoir, ne jouent pas de rôle dans la communication. En fait, là, c'est typiquement le cas contraire. Bon, voilà, c'était un petit exemple pour illustrer ce début. Je voudrais aller un peu en détail pour mettre en évidence 4 modes de communication que nous développons tous les jours, avec ou sans conscience. C'est-à-dire, lorsque je mets en comparaison mes 4 états de moi, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les 4 états de mon interlocuteur, hein, si on est 2 à échanger, eh bien, on va avoir plusieurs modalités. Par exemple, celle-ci, c'est-à-dire celle où nous échangeons. Moi, je donne de l'information à mon interlocuteur, qui me donne de l'information également sur le mode, c'est le circuit le plus courant, hein, c'est un mode où j'échange volontairement ce que je sais de moi aux autres, d'accord, et réciproquement. Okay. Ouais. C'est un mode qu'on va appeler un mode de communication ouverte. Okay. C'est le flux le plus évident, et où on se focalise sur le contenu. C'est d'ailleurs un peu le mode de communication qui existe entre les machines. J'envoie de l'information, il n'y a rien d'autre que ce qui est dans l'information. Nous, les êtres humains, on en voit plus, on vient de voir avec l'exemple de tout à l'heure, on en voit plus sur ce canal-là. C'est-à-dire peut-être un mode de communication. Est-ce que parfois on peut avoir des modes de communication involontaires? C'est l'exemple de tout à l'heure. En plus de l'information, des mots que j'ai transmis, eh bien il y a des informations non verbales, ou sur le ton, ou sur donc là, auquel je n'ai pas nécessairement accès. Donc c'est pour ça que ça démarre de cette case-là. Et par contre, qui arrive dans le champ de conscience de mon interlocuteur. D'accord? Donc, ce mode-là, où chacun communique des aspects qui ne leur sont pas de leur personnalité, auxquels ils n'ont pas accès, eh bien, on va l'appeler un mode de communication involontaire. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il y avait des fuites de communication. Elles sont inévitables. Elles sont inévitables. D'ailleurs, ici, on va classer toute la communication non verbale. Typiquement, elle est là. Parce que je ne suis pas conscient. D'ailleurs, là, j'imagine vous qui m'observez et qui observez Pierre, vous voyez aussi ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas à travers nos gestes et à travers les gestes qu'on ne fait pas. Mais voilà, c'est dans ce circuit-là. C'est dans ce circuit-là qu'elle passe, tiens. Donc, sur ce canal-là, d'ailleurs, que on va consolider ou détériorer la confiance. Et essentiellement, lorsque le contenu du message qui est émis n'est pas conforme avec ces aspects involontaires. C'est l'exemple de tout à l'heure. Ok? On continue. Par exemple, que pensez-vous de ce mode-là? Donc, c'est du moi caché que je communique volontairement à mon interlocuteur. À quoi ça vous fait penser, ça, Pierre? Ouais, un côté volontaire. Un côté volontaire, mais cette information que je cache habituellement et que je mets à la disposition de mon interlocuteur, d'abord, je ne peux pas le faire avec tout le monde. Bah, c'est soit une confidence, oui. Donc soit comment dire, un geste envers quelqu'un en qui on développe une certaine confiance, soit avec qui on a envie de développer une confiance. Oui, voilà. Tout à fait. C'est tout à fait ça, parce que c'est une action volontaire, c'est de l'information qui est connue de moi,
que je cache habituellement aux autres, allez, hein, et que je décide de mettre à la disposition ou de confier à mon interlocuteur. D'accord? Et effectivement, ça l'incite probablement à faire la même chose. Ça, c'est le langage des amoureux, hein, si on veut aller un peu plus loin que le professionnel. C'est effectivement, comme vous l'avez nommé, un mode confidence. C'est un mode confidence, et dans confidence, il y a la même racine que le mot confiance, hein, de se fier à. Très bien, donc là, par exemple, ces modes-là, dans les exemples, dans les exercices qu'on peut proposer en atelier, eh bien, on va typiquement le travailler parce que c'est grâce à ces modes-là qu'on va pouvoir élargir notre communication. Parce qu'on va donner beaucoup plus d'informations, on va élargir un petit peu la surface de cette fenêtre-là. On va élargir la surface des fenêtres où ce qui est connu de moi est aussi connu des autres. En matière de relations, c'est quand même intéressant, même en matière de communication. C'est-à-dire de pouvoir savoir que, par exemple, nos interlocuteurs vont nous autoriser l'erreur. Ça va être typiquement, voilà, le fait de... On va s'autoriser à faire des erreurs parce qu'on sait que les autres nous l'autorisent, parce qu'on a déjà échangé là-dessus, on sait qu'il y a de la tolérance, etc. Ça passe par ce mode-là. Ça va? Et dernier mode, là, c'est un mode de... Voilà, c'est des modes de communication qui sont non visibles à aucun, qui ne sont invisibles à aucun des deux interlocuteurs, mais qui entachent leur relation. Parce que même s'ils ne sont pas visibles, on l'a vu tout à l'heure, ils ont une conséquence sur l'autre. Hein, lorsque moi j'échange avec quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre perçoit plus que le contenu de mon message, et quand ça marche comme ça dans les deux sens, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que ça, c'est ce qu'on va appeler une forme de contagion émotionnelle. C'est l'émotionnel qui circule par là uniquement. Oui, voilà, c'est dans ce mode-là qu'on va éprouver une sensation de partager des atomes crochus ou pas. Des fois on dit je sais pas pourquoi, je m'entends bien avec cette personne, ben voilà, c'est parce qu'il y a des choses qui passent par là et qui ne sont pas accessibles tant qu'on ne va pas les chercher, qui ne sont pas accessibles à notre conscience. Ok, c'est par là aussi qu'on va recevoir ou éprouver de l'aversion pour certaines personnes. Ok, donc si on se résume à ce stade, on sait que les mots que nous prononçons et qui sont ceux qui sont véhiculés dans la communication ne constituent pas à eux seuls la netteté du message véhiculé. Hein, lorsqu'on va multiplexer tous les canaux dont on vient de parler là, eh bien tout scientifique, tout rationnel qui connaît tous ces circuits, eh bien va améliorer la finesse et la précision des informations émises et reçues. Et effectivement, pour développer tous ces canaux-là, il faut entrer en mode relation et pas simplement en mode communication. Je sais que ce que je dis a du sens, mais ça a aussi un effet sur mon interlocuteur. Et la façon dont il va le recevoir et rééchanger avec moi va avoir un effet sur moi. Voilà. Et tout ça, ça met en route le schéma de la relation. D'accord. C'est clair jusque-là? J'ai beaucoup parlé. Hein. Oui, mais c'est pas... On a pas mal de questions. Hein. On a pas mal de questions. Et notamment au niveau... on vient d'en parler justement au niveau scientifique, par exemple. Est-ce que dans les modes de communication, est-ce qu'on va retrouver plus souvent chez certaines personnes des caractéristiques de mode de communication qui reviennent au niveau du secteur scientifique, justement? Comme on vient de le voir, en fait, même dans le secteur scientifique, il y a des personnes. Et ce sont des gens qui communiquent entre eux. Et les gens ne peuvent pas s'assimiler à leur, comment dirais-je, à leur côté scientifique. Ce sont des personnes, donc elles échangent des mots, elles échangent du sens,
mais la manière avec laquelle elle les échange, eh bien, est toujours présente sur nos écrans. Là, il y a toujours de la contagion émotionnelle, peut-être de la confidence, sûrement de la communication involontaire et volontaire, autant dans le monde scientifique qu'ailleurs. Donc ça ne caractérise pas, le mode de communication ne caractérise pas un domaine professionnel plus qu'un autre. D'accord. On a beaucoup de questions sur les justement sur des profils particuliers, donc je pense on les posera peut-être un peu plus tard quand on aura justement établi un peu ces différents profils. Mais donc voilà, on a pas mal de questions en fait sur justement les comportements adaptés en fonction on va dire du profil de la personne. Mais à mon avis, on les abordera dans quelques minutes. Ça roule. Bah, je peux parler un petit peu des applications de ce que je viens de montrer. C'est par exemple, typiquement, et ça se fait de plus en plus dans les entreprises, les 360. Lorsqu'on fait un 360, on va typiquement comparer ce que nous savions et ce que nous savons de nous-mêmes avec ce que les autres nous renvoient. Donc ce qu'ils semblent savoir à notre sujet. Ça va être typiquement ça, hein, le mode 360. Et puis on va avoir toute cette combinatoire. Est-ce que moi je me connais ou est-ce que je ne me connais pas assez? Et eux, est-ce qu'ils prétendent me connaître? En réalité, est-ce qu'ils me connaissent ou est-ce qu'ils ne me connaissent pas? Et donc on a toute cette combinatoire. Donc, et toute cette combinatoire va nous donner, comment dirais-je, des informations sur un petit peu notre profil principal. Alors, pour être plus précis, voilà, imaginez que je communique de cette façon-là. Donc, vous vous rappelez, dans ce schéma-là, je communique intentionnellement des aspects du sens, enfin des mots, hein, ce que je suis en train de faire avec vous, mais je communique aussi intentionnellement ces fameux aspects confidence tout à l'heure. Vous vous rappelez, hein, c'est ce que vous avez trouvé tout à l'heure, à travers, comment dirais-je, voilà, je donne des aspects de mon moi caché. Et mes interlocuteurs acceptent aussi de la réciprocité, c'est-à-dire que moi j'envoie des confidences et effectivement ils me renvoient eux aussi un certain nombre de confidences. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce mode d'échange-là, eh bien il a pour aspect d'élargir cette surface-là, hein, la surface du moi ouvert. C'est-à-dire plus je m'ouvre, plus je suis dans un profil d'ouverture. Donc, le fait de m'ouvrir, c'est le fait de dire aux autres ce qu'ils ne savent pas et que je sais. Hein, c'est le fait de partager plus d'informations à mon sujet. Ça me met dans un profil ouverture, hein, tel qu'il est schématisé ici de mon côté. D'accord? Plus j'échange avec les autres, et plus j'échange ce que j'estime peut-être politiquement parfois pas très correct, ou enfin tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, plus j'augmente la connaissance des autres à mon sujet, et plus je reçois du feedback également à mon sujet, et donc effectivement mieux je me connais, et voilà, c'est du gagnant-gagnant. J'augmente la connaissance que j'ai de moi-même, et j'augmente la connaissance que les autres ont de moi. C'est un profil qu'on appelle un profil d'ouverture. D'accord. Voilà, je vous présente ici un profil qui s'appelle enquêteur. Pourquoi? Ben, vous voyez, la partie confidence, en tout cas pour ce qui me concerne, de moi vers l'autre, elle n'est pas présente. Donc je communique beaucoup sur le mode ouverture, hein, un peu la communication des machines, si je peux dire, sans que ça soit péjoratif, hein, c'est nécessaire de communiquer du sens, hein, mais je m'en tiens à ça. Par contre, j'ai une certaine compétence à attirer les confidences. J'ai une certaine compétence à attirer les confidences, vous voyez, mais moi, j'en envoie pas. Donc effectivement, en attirant les confidences, parce que je communique, parce que je pose des questions, hein, ça peut être tout simplement ça. D'ailleurs, pour ça qu'on appelle le profil un profil enquêteur. Je suis bon à enquêter et pour une raison ou une autre, les gens ont envie de s'ouvrir à moi, en tout cas à mon sujet. Hein. Eh bien, je vais augmenter la connaissance que j'ai de moi-même. Donc, vous voyez la largeur de ce triangle, de ce rectangle-là augmente. Donc, j'augmente la connaissance que j'ai de moi-même, mais sans donner plus à mon sujet aux autres. Donc, vous voyez, c'est ce fameux profil-là
on appelle un profil d'enquêteur. Qu'est-ce que ces profils-là, enfin comment j'allais dire cette qualité, mais c'est pas forcément une qualité, mais comment ces traits de caractère peuvent prendre forme dans une entreprise, je sais pas, en termes de compétences pour un poste, Ah oui, alors, oui, je comprends. Ben, un profil enquêteur, par exemple, ça peut être intéressant pour les personnes qui font des audits. Ça peut être intéressant pour les personnes qui font des audits. Ou ça peut être un profil intéressant pour, comment dirais-je, dans certains aspects d'un service marketing, où il faut mieux connaître son environnement, donc où il faut savoir aller chercher beaucoup d'informations, sans avoir la nécessité de se découvrir davantage. C'est peut-être un bon schéma pour certains aspects du marketing. Mhm. D'accord. Bon, alors, les forces de police, typiquement, les enquêteurs des forces de police, ça peut être bien. Sauf que on aimerait bien qu'ils attirent plus la confidence, et eux aussi d'ailleurs, probablement, mais ça ne doit pas toujours être facile. Mais typiquement, ceux qu'on appelle les négociateurs, à mon avis, développent cet aspect-là, parce Oui. qu'ils rentrent en relation avec la personne qui est recluse, là, et ils essayent d'établir ce schéma-là. Hein, pour savoir, voilà, c'est peut-être un mode intéressant. On a un autre mode qui a déconseillé chez les négociateurs dont on vient de parler, c'est le profil éléphant. Alors pourquoi on dit ça éléphant? Parce que ça ressemble un peu à un éléphant dans le magasin de porcelaine. Parce que vous voyez ce qui se passe, eh bien c'est que cette personne communique ses informations à l'autre, mais ce qui lui revient de l'autre à son sujet, eh bien elle n'y a pas accès. C'est comme si elle n'entendait pas ce qu'on lui disait, ou des fois on dit mais tu ne me calcules pas. Voilà, je viens de te dire quelque chose et c'est comme si je t'avais rien dit. Hein. Effectivement, les retours ils vont tomber dans le champ moi aveugle. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de dire. Voilà. Et puis c'est effectivement, encore une fois, je peux donner à voir des aspects de ma personnalité aux autres, où je peux le donner volontairement, puisque là c'est un acte volontaire, là, en mode confidence. Mhm. Les autres le font aussi, et une fois encore, ça tombe dans mon moi aveugle. Vous voyez, c'est comme si l'autre personne était en train de me faire des avances, si je prends encore une fois la situation amoureuse, et que je les capte pas. Vous voyez, j'arrête pas de lui parler, j'arrête pas de lui dire des choses, et tout ce qu'elle me renvoie, ça tombe dans ma zone moi aveugle. Donc elle me connaît beaucoup, puisque je donne quand même pas mal d'informations sur moi, mais tout ce qu'elle me renvoie, j'en tiens pas compte. Ce qui fait que je ne change pas. J'ai un faible niveau de connaissance de moi, et les autres me connaissent mieux que je ne me connais moi-même. Donc ils vont pouvoir typiquement prévoir le moment où je vais commettre la maladresse qui me rapprochera d'un profil d'éléphant en magasin de porcelaine. Mm. Alors, allez-y. C'est comment dire, comment on peut quantifier le entre guillemets la responsabilité de la personne A, on va dire, qui reçoit pas qui n'interprète pas en tout cas les retours ou qui n'arrive pas à les intellectualiser. Et peut-être aussi la responsabilité du profil B enfin, il y a peut-être une question de l'émetteur, il y a peut-être une question aussi de confiance et de entre guillemets de qualité du retour. Alors oui, la confiance, elle a l'air d'être là parce que visiblement il y a le mode confidence qui fonctionne. Sauf que il n'arrive pas au bon endroit, si je peux dire, dans un sens. Non, ce sont des personnes attachantes, mais alors le degré de responsabilité, mais enfin, moi quand je montre ce profil-là, j'ai typiquement des profils en tête, des collègues, des personnes que je rencontre, qui semblent, voilà, avec qui il faut faire il faut prendre des efforts particuliers pour s'assurer que ce qu'on vient de lui dire a bien été reçu. D'accord. Pourquoi elle ne capte pas eh bien, c'est tout l'objet d'un travail de coaching ou de psychothérapie. Est-ce qu'elle en est responsable et coupable? Ça, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais il y a un bug, il y a quelque chose qui fait que cette personne est plus,
est peut-être, je sais pas, auto-centré ou dans les nuages, en train de faire deux choses à la fois. Oui, ça peut être le profil, par exemple, de... Tiens, oui, bah, j'imagine un profil de deux personnes qui se parlent et l'un d'entre eux est en train de regarder son smartphone en même temps, et de regarder ses emails, hein, ça peut être, et qui se comporte toujours de cette façon-là, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de concentration. Ça serait un profil où il y a un manque de concentration sur l'autre. Manque de présence. Alors évidemment, ça ne peut pas durer longtemps, parce que si l'autre s'en aperçoit pas, on va dire qu'on a deux profils éléphants. Hein, ouais. en face à face. Et alors là, je ne sais pas ce que ça peut donner. Mais il y a un moment où votre interlocuteur va dire, mais tu arrêtes avec ton machin, tu ne peux pas poser ton portable, tu ne peux pas arrêter avec ton ordinateur, tu ne peux pas m'écouter un petit peu, parce que j'ai l'impression que je perds mon temps. D'accord. Ça, je te l'ai déjà dit et tu ne m'as pas entendu. On arrive à pas mal de profils comme ça et de situations comme ça en entreprise, hein, justement dû au fait de la multiplication des activités. On veut faire beaucoup de choses à la fois, et puis on a de moins en moins de disponibilité pour les autres, hein, donc ça peut être des profils qui se développent dans les entreprises. Est-ce que ces profils sont relatifs à une certaine catégorie d'âge? Et là, non, j'ai envie de dire non. Mais j'ai peur qu'il se développe de plus en plus, par exemple, dans certains âges. Quand je veux dire certains âges, certaines périodes. Notre époque, certaines époques. Notre époque à nous est une époque où la concentration est difficile à obtenir. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les personnes qui étaient présentes au début de ce webinaire soient toujours là maintenant. En fait, ils n'ont pas envie de se concentrer si longtemps sur un sujet qui soit relatif à la communication et à la relation. Voilà, D'après ce que je peux voir, ils sont toujours là. Ah bon, d'accord. Alors on n'a que des concentrés, c'est super. On a fait une sélection à l'entrée. Merci en tout cas, merci à tous ceux-là. Voilà, j'ai un dernier profil à vous proposer, à vous présenter, c'est le profil tortue. Le profil tortue, c'est le profil de l'agent secret. C'est-à-dire, je ne dis pas grand-chose, je ne fais pas arriver grand-chose, et voilà, il y a peu d'échanges, et je reste un peu dans mon coin. Donc ça veut dire que je ne sais pas grand-chose sur moi, et je ne sais pas grand-chose sur les autres, et la vie est bien, et la vie est belle comme ça. Voilà. Hein, c'est un petit peu, ça existe aussi, hein, il y a des personnes qui ont ce besoin de rester en protection vis-à-vis des autres, en échangeant le moins possible, mais la contrepartie, c'est qu'ils ne peuvent pas améliorer la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Oui, il y a des avantages et des inconvénients dans tous les profils. Hein. Mais en matière d'échange, s'il faut collaborer, bah, le premier, là, celui que j'ai montré, là, le profil ouverture, me semble celui qu'il faut souhaiter. C'est celui où il y a le plus d'intensité dans les échanges, et c'est celui qui favorise la confiance, favorise les échanges, et donc favorise l'efficacité dans le travail collaboratif. Bon, je vais peut-être relayer une question là, qui est arrivée dans le chat. Est-ce que la culture de groupe, les mentalités influent sur le mode de communication et le profil des interlocuteurs? Et quels sont les éléments qui influent sur le mode de communication et ses profils? Donc dans un groupe, donc là on a vu la complexité entre deux personnes. On peut imaginer, si je multiplie les interlocuteurs, on peut imaginer la complexité, et en mélangeant tous les modes et tous les interlocuteurs, voilà, on a quelque chose d'absolument inextricable. Donc oui, enfin, on l'a vu, on voit que le mode, vous avez parlé d'influence dans votre question, le mode d'influence, ce qui influence les comportements, c'est justement, mais ça, il faudrait qu'on ait un autre webinaire pour le démontrer, ce qui influence les comportements, c'est le fait d'échanger, d'améliorer la connaissance qu'on a de soi. Et donc c'est essentiellement ce mode-là, le mode ouverture. Voilà, c'est celui-ci, celui qui va vous permettre de mieux vous connaître et de recevoir de l'information, enfin à travers cette forme de relation que vous déclenchez avec les autres,
ça va vous permettre de mieux vous connaître. Typiquement, quand vous demandez un 360, si les gens ne sont pas en confiance avec vous, ils ne rempliront pas votre 360. Donc ça veut dire que vous avez déjà développé suffisamment de confiance pour qu'ils se sentent libres de vous redonner du feedback, parfois même sur un feedback qui n'est pas en votre faveur, hein, mais qui a pour objectif d'améliorer la connaissance que vous avez de vous-même et donc d'améliorer la forme de relation que vous développez avec le reste du monde. D'accord. Mais justement, en parlant du profil ouverture, on a une question là qui, à mon avis, revient un peu là-dessus. Est-ce que le mode de communication qui facilite les relations entre employés et employeurs n'est-il pas considéré par ces derniers comme une faiblesse? Que les employeurs peuvent considérer que le mode ouverture serait une faiblesse dans la communication avec quand il y a une relation de pouvoir en fait. Quand il y a une relation de pouvoir, un profil ouverture peut être considéré comme une faiblesse. C'est ça? Oui, oui. Alors, je pense pas qu'il y a uniquement la relation de pouvoir qui est évoquée là, mais peut-être juste la posture et comment dire, le fait que quand on est en entreprise, on est supposé enfin je sais pas si ça, mais on est supposé être comment dire fort et que dans ce cas-là, l'ouverture et par exemple les confidences peuvent être considérées comme une faiblesse plus qu'un cheminement naturel de la relation. Vous l'avez compris que la confidence, ça démarre pas comme ça, hein. Ça démarre d'abord tout doucement, on fait un essai, on regarde comment c'est reçu, et on regarde qu'est-ce qu'il y a comme contrepartie. Et s'il n'y en a pas, c'est un mode qui va disparaître, hein. S'il n'y a pas de contrepartie, à moins d'être en mode éléphant, eh bien celui-ci va disparaître également et on va rester sur un plan plus comment dirais-je, quand on dit je communique sur du factuel, on a l'impression qu'on communique que sur ces modes bleus-là. Mais en même temps, quelqu'un qui va toujours communiquer uniquement sur du factuel ne peut pas éviter le mode de communication vert. C'est-à-dire, si tu me parles toujours de factuel, qu'est-ce que tu es en train de vouloir me cacher? C'est ce que l'autre va chercher. Pourquoi tu me dis toujours que du factuel? Ça veut dire quoi? Tu as peur de me dire que, j'en sais rien, que tu te méfies ou que tu veux pas te dévoiler? Enfin voilà, il y a quelque chose qui va intriguer votre interlocuteur. D'accord. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais. Mais donc, oui, le mode confidence, c'est-à-dire le mode ouverture, il n'arrive pas comme ça. Il arrive s'il y a réellement un échange qui se met en place et s'il y a si le fait de m'ouvrir provoque aussi l'ouverture de mon interlocuteur. Sinon, ça ne va pas le faire. D'accord. D'accord. On peut passer à... Ouais. Je voudrais vous suggérer un exemple. Par exemple, je vais vous donner trois contenus trois exemples de mails, puis je vais vous demander comment vous réagissez. Voilà, pour vous montrer qu'effectivement, il n'y a pas que les mots qui sont inscrits dans le mail qui ont un effet sur vous. Ok? Alors, allez, imaginez ce mail. Voilà, je vous envoie celui-ci. Comment comprenez-vous ce message? Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un mail pareil? Alors en gros, les sondages qu'on a fait lors des précédents webinaires nous laissent penser, les différents choix pour répondre à cette question étaient des adjectifs, donc c'était satisfait. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça vous motive? Est-ce que ça vous irrite? Est-ce que vous êtes surpris? Ou est-ce que ça ne vous évoque rien et dans ce cas, pas de réponse particulière? Et donc pour cette question particulière, on arrivait à des résultats où on avait 45% des gens qui se disaient surpris, 25% qui n'avaient pas de réaction, 15% qui étaient irrités, et en dernière position, motivés et satisfaits à 7%. Ouais.
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est essentiellement ce mail, au mieux créer une certaine surprise et au pire, pas de réaction du tout, quoi, on va dire. Hein. Effectivement, c'est un mail, je dirais qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de. C'est factuel. Hein. Je vous ai envoyé le 28, j'ai rien reçu de particulier les jours suivants. Factuel, mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Il y a même des points de suspension qui laissent penser qu'il aurait d'autres choses à dire, mais que il s'arrête là pour l'instant. Pas étonnant, hein, qu'il ne provoque pas trop de réactions. Alors allons voir une autre modalité de ce mail. Voilà, celui-ci. Vous voyez, ce sont les mêmes mots, exactement les mêmes mots. D'accord? Il y a plus que ça en plus, là, je sais pas. Pardon? Hein, il y a peut-être quelques... Le message, le corps du message est le même, la signature est la même, et puis il y a des mises en copie hein, qui sont Voilà. là. C'est la seule chose qui change. Donc vous voyez, c'est pas sur le contenu, mais c'est sur la manière de communiquer. Alors, Donc là, pareil, excusez-moi. Pareil, on avait plusieurs réponses possibles, donc les mêmes, hein, satisfait, motivé, irrité, surpris ou pas de réponse. Et dans ce cas précis, donc les réponses étaient un peu différentes puisqu'on avait 70% de gens environ qui étaient irrités. Et venaient ensuite 10% des gens qui étaient soit surpris, soit qui n'avaient pas de réaction. Et ensuite, on avait 5% des gens qui étaient soit satisfaits, soit motivés. Donc là, le gros chiffre, hein, c'est Pierre, Irrité. peut le dire. L'irritation domine. Et pourtant, c'est le même message. Et pourtant, c'est le même Sauf message. qu'il a été transmis à plus de monde et qui laisse penser que cette personne a besoin de le faire connaître à beaucoup de chefs et à beaucoup de personnes qui ont un certain pouvoir dans l'entreprise. Alors, ça peut donner lieu à des tas d'interprétations, mais en tout cas, ça a pour effet de provoquer de l'irritation. Vous voyez, c'est une autre forme de message. Si on revenait sur les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une espèce de contagion émotionnelle qui se passe ici. Parce qu'on ne connaît pas les raisons. Objectivement, on ne les connaît pas, il ne nous les a pas dites. On ne connaît pas les raisons qui lui font mettre toutes ces personnes en copie, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il cherche à nous mettre en défaut, qu'il cherche à créer un buzz, qu'il cherche à trouver l'appui de personnes puissantes, plus puissantes, enfin, j'en sais rien. En tout cas, dans tous les cas, c'est de l'irritation. Et pourtant, c'est le même message. D'accord. Voilà, dernier mail, peut-être une façon différente. Alors là, on change le contenu du message. Donc c'est un peu plus long, mais ça a l'air plus... comment dire, plus sympathique. Est-ce que les réponses le reflètent? Alors pour ce mail-là, on a eu donc, alors les adjectifs sont les mêmes bien sûr, on avait 45% de personnes satisfaites, 30% de personnes surprises, alors il faudrait savoir pourquoi elles sont surprises, et agréablement peut-être, j'espère. Agréablement. 15% de personnes motivées, et 2 fois 5% de personnes, enfin 5% de personnes soit irritées, soit qui n'avaient pas de réaction. Ok. Donc là, le gros est dans les deux premières lignes, c'est surprise et motivation, c'est ça? Ouais. Okay. Et satisfaction, pardon. Et satisfaction. Et satisfaction, voilà. Ouais. Surprise et satisfaction. Bon, écoutez, comme on ne sait pas, nous aussi, on va se dire que c'est une surprise agréable, mais on ne l'a pas demandé, donc on ne sait pas. On a le droit de faire ça. En tout cas, ça nous arrange, on va faire comme ça. Allez. Mais en tout cas, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la communication a changé, c'est-à-dire que il y a peut-être un peu de confidence, c'est-à-dire je ne parle pas que des faits, du boulot, de ce que j'attendais pas, comme le corps des deux premiers messages. Je commence déjà sur un mode qui est peut-être un mode un peu plus confidence, ou en tout cas un peu plus intime, hein, où j'espère que vous allez bien. J'espère que vos vacances ont permis de décompresser. Vous voyez, je dis déjà beaucoup de choses. D'abord, je m'intéresse à vous. Je sais que vous êtes parti en vacances. Je sais que vous étiez stressé et compressé et comprimé. Et donc, vous voyez, je commence déjà par m'intéresser à vous et
comment dirais-je, et à vous dire que c'est important pour moi que vous alliez bien et que vous vous sentiez mieux. Vous voyez, sur cette première ligne, j'ai déjà plein de choses. Alors, ça peut en surprendre certains qui n'ont pas l'habitude de recevoir ce genre de messages, qui ont l'impression que ce genre de communication n'a rien à faire dans une communication d'entreprise. Écoutez, peut-être. Mais en tout cas, ça a l'air de contribuer à la satisfaction, au taux de satisfaction important qu'on reçoit sur ce genre de mail. Vous voyez, il y a une formulation différente. Je tenais à vous faire savoir que j'attendais votre réponse, donc il est plus précis. Les deux premiers mails mettent l'accent sur ce qui n'a pas été fait, vous voyez, sur une espèce d'erreur. Je n'ai rien reçu de particulier, sous-entendu, c'est de ta faute, tu ne fais pas ton boulot. Ici, on est en train de dire, mais je voulais vous faire savoir que j'attendais une réponse. Peut-être que je n'étais pas suffisamment, clairement exprimé au préalable, donc je précise les choses ici. Et puis, je vous fais connaître ma reconnaissance anticipée, de bien vouloir connaître votre position. Enfin voilà, comment dirais-je, un mode d'échange où les sentiments sont beaucoup plus présents que sur les deux mails précédents. Et qui, en tout cas dans la manière et avec ce type de sentiments, qui sont des sentiments d'appréciation, et la manière dont ils sont utilisés, ça a l'air d'avoir un impact plus positif, en tout cas, sur les personnes qui reçoivent le mail à travers mes mini-tests que nous venons de faire ensemble, qui sont très intéressants. D'accord. Dino, je fais juste une pause, ça fait 57 minutes 57. Ça tombe bien, on est à la fin. Donc on est à la fin, ouais. Et je te laisse juste une minute parce qu'en fait, j'ai un gars qui monte là, donc je vais juste l'accueillir, je le mets dans son bureau et je reviens dans une minute. Ça roule. Désolé, je reviens dans une minute. Tant pis. Ça fait pause. Hop, excuse-moi. 57, 1 heure. Ok. On peut reprendre. Ok, donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette approche en utilisant la fenêtre de Johari, peut montrer les différents modes d'échange que nous mettons en œuvre avec ou sans conscience, qu'on le veuille ou non. De toute façon, il y a des modes qui se mettent toujours en route. Il y a des fuites de communication qui peuvent jouer pour nous ou contre nous. Il y a la volonté de développer un mode d'échange qui va améliorer la connaissance, qui en tout cas a le potentiel d'améliorer la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Typiquement, les personnes, les auditeurs qui sont intéressés par le sujet vont pouvoir s'entraîner à développer ce fameux mode qui permet de renforcer l'efficacité de nos échanges avec les autres et en tout cas renforcer l'efficacité de la collaboration au travail. Donc ceux qui souhaitent, je pense ceux qui souhaitent s'améliorer, voilà, on peut vous inviter à venir nous rejoindre sur cette formation
où on va s'entraîner, on peut s'entraîner à donner et à recevoir des feedbacks constructifs. Et ça va, typiquement, vous avez déjà fait un petit parcours dans le contenu de ce training. D'accord. Voilà, il est essentiellement pratique ce training et il est consacré à la mise en œuvre de ce que nous avons vu et à développer les aspects les plus, comment dirais-je, les plus positifs et les plus efficaces sur l'impact qu'on peut avoir sur autrui. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, Pierre, c'est qu'on puisse poser la question à nos auditeurs, là, à un certain moment, peut-être tout à l'heure, mais qui nous disent un petit peu comment ils ont reçu cette présentation, est-ce que ça leur a plu, enfin voilà, j'aimerais bien avoir un petit feedback, une espèce de mesure de taux de satisfaction. Bah, on va faire ça à la fin de la présentation. On a beaucoup de questions, on a énormément de questions qui sont arrivées dans la fenêtre de chat. Donc ce qui serait peut-être intéressant, c'est peut-être de traiter des questions très, on va dire des retours d'expérience, des questions très très concrètes, pour voir un peu comment peut s'utiliser cet outil pour faire des profils. Donc première question, quel mode de oula. Alors attends, je recommencerai. Bon, Bruno va nous arranger ça. Ouais, il y a du boulot là. En plus, elle était très bien marquée. Quel mode de communication adopter avec un collaborateur très vindicatif et sûr de lui pour essayer de lui dire qu'il se trompe? Ah oui. Pour, à mon avis, la question, on va jouer à la fenêtre de Johari. La question révèle que la personne qui pose la question est sûre d'elle, puisqu'elle affirme que l'autre se trompe. Vous voyez, une espèce de miroir. C'est-à-dire comment est-ce que je peux montrer à la personne vindicative qu'elle se trompe, parce qu'en fait c'est moi qui sais. J'exagère un petit peu ce que je comprends. Hein. Alors moi je dirais que on peut avoir des désaccords sur ce que dit notre interlocuteur. La meilleure façon d'échanger, c'est d'abord de pouvoir, comment dirais-je, exprimer sa position, dire je ne partage pas ton point de vue, et pour telle et telle raison, et puis peut-être accepter qu'on ne soit pas d'accord. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il faut convaincre l'autre qu'il a tort? On va en dire plus, il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc si on veut un profil d'ouverture, c'est voilà, si on a besoin de le convaincre, eh bien, on va partager nos idées et puis que le meilleur gagne, si je peux dire. Enfin bon, il y a d'autres modes, il y a beaucoup d'autres modes d'échange. Ça sont typiquement des cas qui peuvent nous être présentés au cours de ces séminaires de formation. C'est des cas concrets sur lesquels on peut travailler et sur lesquels on peut trouver une réponse qui sera spécifique à la situation. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est vrai que c'est très difficile de répondre à ces questions-là en 2 minutes parce que c'est des tout un contexte que nous ignorons. C'est de l'argumentation, exactement. Et alors ça va être le cas aussi pour celle-ci, mais la question est assez intéressante, je trouve. Comment communiquer afin de montrer à une personne bien précise qu'on est dynamique? Alors dans le cas particulier de l'interlocuteur qui a posé la question, elle nous précise qu'elle aimerait pouvoir participer à un projet à venir, mais qu'elle craint ou qu'il craint que son manager ne le trouve encore trop novice, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc comment aider les autres à s'ouvrir à ce qu'on veut leur faire entre guillemets penser. Je voudrais, si je traduisais encore cette question, oui, on a besoin de la traduire, c'est-à-dire que dans les mots qui sont prononcés, on sent qu'il y a une volonté, si je voulais la dire en mode plus cash, c'est-à-dire en cachant un peu moins de mon moi caché, tiens, je dirais comment je peux faire pour montrer à mon manager que je ne suis pas aussi novice qu'il croit. Hein, c'est un petit peu ça la question. Écoutez, comment ça se fait qu'il vous croit encore novice au jour d'aujourd'hui et comment ça se fait que vous devez faire des efforts supplémentaires pour ne plus être perçu comme un novice? La meilleure chose à faire, c'est, s'il faut le demander au manager, qu'est-ce qui vous, monsieur le manager,
vous ferez définitivement penser que j'ai les qualifications, l'expertise et la connaissance requises pour participer à ce projet. Voilà. Peut-être qu'il ne vous croit pas novice, mais peut-être qu'il pense que vous ne maîtrisez pas certaines compétences et ça serait intéressant pour vous de découvrir lesquelles. Donc vous, ça vous oblige à ouvrir un peu votre moi caché, admettre que peut-être vous n'avez pas les connaissances requises, ou en tout cas à aller le vérifier auprès de votre interlocuteur. Donc vous voyez, c'est de prendre le risque de vous ouvrir et dire je crois comprendre que vous avez des doutes sur mon expérience, sur ma compétence, sur mes compétences, et si c'est le cas, est-ce que vous voulez bien partager ces doutes avec moi, pour voir comment moi je peux m'améliorer, comment je peux faire, parce que j'aimerais beaucoup rejoindre ce projet. Par exemple, je dirais des choses comme ça. D'accord. Alors là, une question, je pense, qui va être partagée. Comment réussir à communiquer avec votre directeur général quand il vous fait des promesses non tenues? Alors il y a la formule cash, vous allez dire monsieur le directeur général, tu tiens pas tes promesses, il ne te croit plus. Il faut déjà tutoyer son directeur général. On peut se le permettre, parce que si on va lui dire ça, voilà, vu ce qui va arriver après, ça lui aura au moins eu ce plaisir-là, quoi. Très bien. Non, mais bon, je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut se comporter avec un directeur général qui vous ment, avec un menteur? Je Qui traduis vous fait des encore, hein. promesses non tenues. Ouais, mais bon, ça ne veut pas dire ça. Un petit peu. Comment est-ce que je peux communiquer avec quelqu'un envers qui je n'ai plus confiance? Voilà. Et qui est Eh bien, il aussi... faut faire appel à un médiateur, parce que ça va être très difficile de communiquer tous les deux. Il faut un médiateur, il faut un intermédiaire. Si vous n'avez plus confiance, pour quelle raison est-ce que vous croiriez ce qui va être dit au cours de votre échange? Vous voyez, là, dans un cas comme celui-là, d'ailleurs c'est pour ça que le motif de perte de confiance dans une entreprise est un motif, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Parce qu'on ne peut plus travailler ensemble quand on n'a plus confiance. Donc là, typiquement, vous ne pouvez pas échanger directement avec votre interlocuteur, ou alors il faut vous mettre en condition de pouvoir vous parler en mode confidence, c'est-à-dire parler de ce que ça vous fait d'être confronté à des promesses non tenues, et il faut que votre interlocuteur accepte aussi de dire pourquoi il ne les tient pas, s'il ne les tient pas, et voilà, enfin, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Ok. On va peut-être encore faire... J'ai encore peut-être 2 questions. Comment classifieriez-vous un chef qui cloisonne l'information et qui fait peu confiance à ses subordonnés et qui fuit la confrontation? Est-il possible de le faire changer? Alors moi à ce stade, hein, quand c'est dit comme ça, je pense tout de suite au profil tortue. Voilà, c'est-à-dire je ne veux pas échanger, je ne veux pas donner de l'info sur moi et je ne suis pas intéressé d'en recevoir. Donc comment faire évoluer un profil tortue? Eh bien, ma foi, je pense que le premier point, c'est le climat de confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour développer avec cette personne un climat de confiance tel qu'il puisse y avoir des échanges un petit peu plus chaleureux et un peu plus riches que l'échange minimum que nous avons ensemble. Donc là, ça suppose que vous, si vous êtes motivé par mettre en place cette nouvelle forme de relation, ça veut dire que c'est vous qui allez devoir prendre les risques en premier. C'est vous qui allez devoir parler de vous, c'est vous qui allez devoir ouvrir le mode confidence sans en attendre nécessairement beaucoup au départ en retour. Parce que, vous savez, et il ne faut pas aller trop fort et trop vite, parce que ce genre de personnes sont mal à l'aise en mode confidence. Pour en donner certes et pour en recevoir aussi. Il faut y aller vraiment, vraiment doucement. Une idée, ce serait peut-être de pouvoir travailler avec rencontrer cette personne à l'extérieur du contexte professionnel habituel, par exemple. D'accord. D'autres activités, voilà, ça pourrait peut-être être une piste. Mais voilà, à ce stade, c'est l'idée qui me vient, mais j'ai pas plus de...
D'accord. On va poser une dernière question. Encore une question sur les chefs. Comment classifieriez-vous un chef Non, pardon. Quelle est la différence entre un manager et un leader? Aïe, aïe, Est-elle dans aïe. la manière de communiquer entre ces entités? Et question subsidiaire, quel est le meilleur profil pour un chef ou un exécutif? Et remarque Donc, personnelle, une remarque personnelle aussi de l'interlocuteur. À mon avis, quand un chef est trop ouvert et trop couvert, ses subalternes ont tendance à prendre profit de lui. alors, la différence entre un manager et un leader, on va dire, pour moi, elle est sur l'échelle de temps. C'est-à-dire que le leader, il travaille sur du moyen et long terme. Il a une vision et il veut aller vers un état désiré de l'entreprise ou du service ou de l'organisation. Et il cherche à influencer les personnes qui travaillent avec lui ou avec elle pour les aider à contribuer à la réalisation de cette vision. Ça, c'est le leader. Donc, il travaille sur du long terme et il va développer il va montrer l'exemple, il va développer des talents de valorisation, d'accompagnement, il va surtout s'intéresser au comportement de ses collaborateurs. Le manager, lui, il est plus, entre guillemets, court terme, c'est-à-dire qu'il a des objectifs et des ressources à sa disposition et il va, comment dirais-je, il va avoir un rôle plus tactique que stratégique. Son rôle, ça va être d'utiliser au mieux ses ressources pour réaliser en meilleures conditions de coût, délai, qualité, les tâches et les objectifs qu'il a à réaliser. Donc ça, c'est un bon, voilà, vite dit, parce qu'il y a deux programmes. Il y a un programme sur le développement du leadership, il y a un programme sur le développement du management qui utilise des modèles 360 dont on pourra parler plus tard. Mais bon, voilà un petit peu à ce stade ce qu'on peut dire. C'est sûr que la personne, qu'elle soit manager ou leader, qui a peur de s'ouvrir aux autres, parce qu'elle a peur d'être abusée, entre guillemets, ou passer pour une bonne poire, etc., ne doit pas le faire. Si elle a peur, elle ne doit pas le faire. Voilà. Je sais que le meilleur souvenir de leader ou de manager qui me reste, ce sont ces souvenirs de personnes qui sont ouvertes et qui peuvent aussi se remettre en question. Donc elles n'ont pas peur. Effectivement, parfois les autres peuvent envoyer des feedbacks qui nécessitent une remise en question et ils n'ont pas peur de ça. Et ils n'ont pas peur d'être débordés non plus, parce qu'ils savent pourquoi ils communiquent comme ça, ils savent pourquoi ils vont dans ce sens-là, et ils savent aussi, comment dirais-je, canaliser, et ils savent aussi tenir un certain cadre. Donc voilà un petit peu ce que ça m'évoque. Si c'est simplement une technique d'ouverture, c'est voué à l'échec, ça ne marchera pas. Oui. Si c'est par contre une posture, une attitude dans laquelle on se reconnaît, dans laquelle on trouve son compte, ça va fonctionner. C'est la différence entre communication et relation. Dans la relation, on est vraiment dans une posture, on s'investit, on prend des risques et on reçoit on reçoit de l'information de valeur qui nous permet d'évoluer tous ensemble. D'accord. Bon, dernière question très courte. Comment aider les autres à s'ouvrir? En montrant l'exemple, j'ai envie de dire. En montrant l'exemple. Il faut prendre le risque, ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure, en prenant le risque de donner de l'information que je cache habituellement au sujet des autres. Par exemple, dire écoute, ce que tu viens de me dire, ça me fait plaisir, je suis content d'entendre ça, parce que voilà, venant de toi, ça me surprend et merci, tout simplement. Ouais, et ça va susciter sa curiosité. Et donc je prends un risque. Oui. Voilà. Vous allez devoir prendre des risques pour offrir vos expériences, vos réactions aux autres. D'accord. Eh bien, on va arrêter là pour ce webinaire. Dino, merci beaucoup. Avant de se quitter, on va se permettre de vous poser la question du niveau d'appréciation du webinaire. Donc, on a aujourd'hui testé une formule un peu nouvelle et qu'on aimerait peut-être répéter si le succès est au rendez-vous. Donc, on va vous demander de répondre à ce petit sondage qui va s'afficher en ligne maintenant pour savoir si vous avez apprécié la forme de ce webinaire et la façon dont il a été présenté,
et aussi les possibilités finalement de participation à ce webinaire, puisque c'est le but aussi, c'est d'avoir le retour des auditeurs et de pouvoir un peu analyser, interpréter ces problèmes de management qui sont finalement un peu communs à tous. Donc vous avez la possibilité de donner votre niveau d'appréciation du webinaire de 20, 40, 60, 80 ou 100%. Donc je vous laisse répondre au sondage. Ouais, Dino, donc là ce que je ferai, c'est que je remettrai le sondage qu'on avait fait à ce webinaire-là, puisqu'il n'y a pas besoin de son. D'accord. Donc je le remettrai et je me souviens de la réponse, donc je vais juste faire un petit commentaire et puis après on va conclure. 0,55 sondage. D'accord, très bien, merci de vos réponses. Donc vous êtes à peu près une majorité à être relativement satisfait du webinaire, puisque vous êtes satisfait à 80%. Donc voilà, ça nous encourage pour recommencer ce type de formule. Donc Dino, je vous remercie encore une fois pour toutes ces explications. Et je rappelle que Dino est formateur aux techniques de l'ingénieur et que vous pouvez assister à ces formations dont les titres et les liens vont s'afficher à la fin de cette présentation. Voilà, donc merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir Dino. Au revoir Pierre, merci à tous, à bientôt, au revoir.